date et nous co-construisons beaucoup de belles choses, je crois, ensemble. Massakum al-khir wa marhaba bikum. C'est un honneur et un grand plaisir que de participer à cette table. Je considère que c'est halaqa. Je ne suis pas conférencier, mais nous allons discuter amicalement et convivialement entre gens intelligents. Bon. Alors j'ai préparé une petite introduction écrite qui prendra peut-être 2-3 minutes, juste pour lancer un petit peu les idées, pour fixer un peu les idées. Et puis c'est intéressant d'écrire le document parce que le document reste. Cette conférence restera pour moi et pour mes enfants et mes petits-enfants, donc à travers ce petit écrit-là, même si ce qui sera dit sera peut-être dans les mémoires et dans le vent, parce que ce que nous disons ne disparaît pas, il se promène dans le cosmos à travers l'air et à travers l'atmosphère, donc ça ne disparaît pas. Mais les mots doivent être compréhensibles et nous passons par l'écriture pour les fixer et pour les échanger. Alors cette petite introduction, je ne vais pas me lever puisqu'on m'a donné un fauteuil si confortable. Messieurs, dames, c'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir autour de ce thème majeur, science, savoir et intelligence. Annonçant de prime abord le développement de la faculté de réfléchir, de concevoir pour réaliser a été, est et sera toujours le moteur de l'histoire, avec ce que cette histoire de 400 000 ans de l'Homo sapiens a de merveilleux, mais aussi de désastreux. Car en effet, si le savoir a été mobilisé pour l'utile, la construction, le confort, il a été aussi détourné de cette fonction première pour être mis au service de la violence, des guerres et des destructions. Voyez l'importance capitale pour notre espèce de la découverte du feu, de l'invention du langage, de l'invention de la roue, de l'invention de l'écriture, de toutes les techniques et de la surpuissance prometteuse de la science d'aujourd'hui. Dans l'évolution spiralée de la connaissance par l'intelligence, toutes les civilisations, tous les peuples, je dirais même tout individu, ont eu, ont et auront un apport. Les civilisations ont toujours été fruits de perfectionnement, fruits de savoir. Les politiques, monarques et présidents, princes et princesses, ont utilisé ces potentialités vers des objectifs de construction, mais souvent, très souvent, de violence, de suprématie, et de plus en plus encore, et toujours pour plus de pouvoir. Je ne vais pas être long. Grâce au savoir, des perspectives fabuleuses pointent à l'horizon pour cette humanité. Mais l'homme doit rester humble, composer avec son environnement et travailler pour une science utile. Car en fin de compte, c'est notre profonde humanité qui est à l'origine et l'objectif à réaliser en réfléchissant, en produisant des idées, en fabriquant des biens. Merci pour l'invitation. Alors, je vais parler peut-être en termes un petit peu moins officiels, puisque on parle toujours de soi quand on parle des autres, quand on parle des autres, on parle de soi. Moi, j'ai été ingénieur de pétrochimie, j'ai été formé en Ukraine, et puis je suis allé à Marseille, j'ai préparé un diplôme de management de projet, et puis je suis rentré ici en Tunisie, j'avais pas 30 ans, j'avais 27 ans, et j'ai hésité, que faire? Alors j'ai roulé un peu ma bosse à Gabès, puis à Lanit, et puis j'ai atterri à Borsedria où j'ai découvert le dessalement des eaux et les procédés à membrane. Et c'est là que j'ai passé toute ma vie. Donc j'ai préparé à la faculté des sciences de Tunis 4 diplômes, l'aptitude aux études approfondies, le diplôme des études approfondies, le doctorat en chimie, et puis l'habilitation à l'encadrement de la recherche. Et je suis actuellement professeur de chimie. Et je suis fier de voir mon élève Saïf Bennia, avec qui j'ai eu un excellent rapport et que je considère un peu comme mon fils, qui est actuellement docteur et qui continue cette noble tâche de transmission du savoir et du savoir-faire. Alors,
j'ai dépassé les 60 ans, et à 60 ans, on se pose beaucoup de questions, quoi qu'on commence à comprendre. Et en comprenant, on essaie de comprendre plus. Donc, je me suis posé la question, quel est le rôle de la science dans tout ça? Quel rôle a joué l'intelligence dans tout ça? Et je me suis mis à faire une petite recherche qui a duré 3 ans, mais qui va durer, je pense, toute ma vie, parce que c'est une recherche qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur l'histoire des civilisations, sur l'histoire de l'espèce Homo. Nous ne sommes pas uniquement Homo sapiens, sur l'histoire de l'évolution des espèces, sur le début de la vie, sur l'apparition de l'eau sur Terre, sur l'apparition de la Terre, et puis sur le Big Bang. Alors commençons par le Big Bang. Donc en fait, le Big Bang, ça a été découvert il n'y a pas très longtemps. C'est un Belge, un docteur en astrophysique, qui a eu une intuition de concevoir, de voir que le monde est en expansion permanente, donc notre monde, notre cosmos est infini, mais le maître a eu cette intuition et s'est dit, si j'imagine le chemin inverse, c'est-à-dire un peu avant, un peu avant, un peu avant, un peu avant, et on aboutit à un concentrat d'énergie, peut-être un peu de matière, mais pas beaucoup, et voilà la théorie donc, du Big Bang, comment elle est venue. Évidemment, il fallait des preuves mathématiques, il fallait un modèle mathématique. Alors Einstein avait réagi à l'époque en disant « Votre physique est désastreuse, mais votre mathématique est excellente. » Einstein était jaloux. Voilà. Donc, je pense que la théorie du Big Bang n'est plus seulement une théorie maintenant, elle est presque universellement admise. Soit dit en passant qu'un Russe a fait le même travail et a obtenu le même résultat, mais il ne se connaissait pas en 1927-1929, et c'est le maître qui porte la paternité du Big Bang. Alors notre planète, vous savez que notre planète est beaucoup plus jeune, le Big Bang remonte à 14 milliards d'années à peu près. Notre planète date de 4,5 milliards d'années. Elle était au début sous forme gazeuse, elle s'est solidifiée, il y a eu formation d'atmosphère, est apparue l'eau sous forme de météorite qui est venue heureusement sur notre planète, qui a mis du temps pour devenir liquide et créer les conditions de la création de la vie. Et puis naît la vie, le miracle, une sauce chimique fabuleuse qui aboutit à la vie et à l'apparition de l'ADN et d'une première cellule, d'une première forme de vie monocellulaire, et puis la vie se propage, la vie se multiplie. Et vous savez que donc depuis ce temps-là, on sait qu'il y a eu les dinosaures, il y a eu des cataclysmes. Alors là, ça remonte à 60 millions d'années, la disparition des dinosaures, et apparaît un petit peu après les australopithèques, australo-sud, pithèque, pithékos, singe du sud. Alors on les a appelés ainsi. On aurait pu ne pas utiliser ce terme humiliant qui a fait que notre ami Darwin a été si violemment combattu parce qu'il a dit que, en fait, nous sommes des singes. Il n'aurait pas dû le dire. Il aurait dû peut-être expliquer différemment, mais enfin, il a utilisé ce terme-là, et ça a abouti à toute la violence qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ça a été, je pense, l'objet de la discussion d'hier. Alors, Australopithecus, Homo erectus, c'est-à-dire qu'il prend la station de droite, Homo habilis, habile de ses mains, et puis Homo sapiens, dans la toute dernière fraction de cette histoire, si longue histoire. Si l'on compare la longue histoire de l'espèce Homo, elle date de 55 millions d'années à peu près, notre espèce ne compte que 300, voire 400 000 ans, soit nous sommes nés hier ou même aujourd'hui. Alors voilà pour donc cette histoire de l'espèce. Alors bien sûr, si on regarde un petit peu l'évolution de cette espèce, la sédentarisation de l'homme a commencé au croissant fertile, Palestine et Jordanie, dans cette région du monde, et puis la vraie sédentarisation a eu lieu en Mésopotamie, où il y a eu la domestication des animaux, où il y a eu la pratique de l'agriculture, où il y a eu le fameux texte de Hammurabi,
pour l'organisation sociale des sociétés, la première législation, quoi, et où il y a eu l'apparition de l'écriture. Donc déjà un savoir et un savoir-faire prouvé qui remonte à 12 000 ans a été développé par ces populations-là. Et puis il y a eu différentes autres populations qui ont développé de grandes civilisations. Les plus proches, nous en connaissons l'Égypte, nous en connaissons celle, alors l'Égypte qui a développé la médecine, qui a géré d'une manière extraordinaire l'eau, qui a développé des techniques de conservation du corps humain jusqu'aujourd'hui. C'est fabuleux, les gens le comprennent aujourd'hui, mais imaginez que ça s'est passé il y a 5000 ans, c'est quand même très fabuleux. Et puis, la grande civilisation de Chine, moi j'ai été passionné et émerveillé par la découverte de la grande civilisation chinoise. Et en fait, il y a de longues distances qui nous séparent de ce pays, mais peut-être que les Chinois ont presque tout fait. Ils ont inventé l'imprimerie presque 1000 ans avant l'Occident. Ils ont beaucoup fait. Et Confucius, qui est un petit peu le père fondateur de cette civilisation, n'a pas été écrit pendant 500 ans. Et puis un jour, on a commencé à écrire les idées de Confucius, et je pense qu'elles ont du succès même aujourd'hui. Alors Confucius s'est inspiré, et la philosophie chinoise s'inspire de la tendance d'adaptation de l'être humain avec son environnement, avec le climat. Pourquoi? Pour pouvoir vivre, pour avoir des récoltes, pour pouvoir élever ses enfants, pour pouvoir se prémunir du froid et de la chaleur, etc. Donc, en cela, les Chinois continuent à être un moteur intéressant parmi les grandes civilisations humaines. Et puis, évidemment, on ne peut pas ne pas s'intéresser à la civilisation grecque, à ses philosophes, Socrate, Aflatoun, Aristote, à la démocratie grecque, à l'évolution de l'art en Grèce. Alors, et puis Carthage, le grand Carthage, notre fierté, 8 siècles d'hégémonie mondiale, les Carthaginois ont été tellement puissants qu'ils ont appelé un pays lointain dans lequel ils ont découvert l'État Bretagne. C'est les Carthaginois qui ont appelé la Bretagne Bretagne. C'était un pays fabuleux qui a développé une gestion extraordinaire de l'eau, parce que la Tunisie a toujours manqué d'eau, qui a développé une architecture extraordinaire, l'art aussi, et puis malheureusement il y avait la convoitise romaine et il y avait la violence des Grecs qui étaient jaloux des Carthaginois, et vous savez ce qui s'est passé. Ce qui nous est resté, c'est l'œuvre de Magan, mais tout a été rasé, et je pense qu'on peut retrouver nos traces, pas originelles, parce que nous sommes berbères tous à l'origine, à travers les fouilles et les travaux qui se font actuellement. Puis je me suis intéressé donc à la civilisation romaine, la Renaissance, la modernité. Alors il y a un aspect qui est intéressant. À travers tout ça, qu'est-ce que j'ai découvert sans vraiment le chercher? Alors j'ai découvert qu'à travers l'avancement de l'humanité parmi les civilisations, un facteur majeur a été déterminant. C'est l'évolution du savoir et de l'intelligence. En fait, les politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les politiques ont utilisé ce savoir et cette intelligence pour réaliser ce qu'ils voulaient réaliser. Parfois en bien, parfois des œuvres monumentales, et parfois et souvent des guerres et de la violence. Mais le moteur principal de l'évolution de l'humanité, de notre situation aujourd'hui, de ce confort auquel nous assistons, du climatiseur, de tout ce qui nous entoure, des fabuleuses technologies qui se développent, l'Internet, etc. C'est la science, c'est l'intelligence, c'est le savoir. Mais à côté de cela, je sais qu'hier ça a été débattu, il y a cette question de croyance. Croire, considérer que le monde est un monde de croyance ou un monde d'évolution. Moi j'ai dit les deux à la fois. Pourquoi? Est-ce que je suis lent? Ah, il faudrait que j'abrège alors.
C'est dommage parce qu'il y a tant de choses. Mais on va échanger ensemble. Hein. On va partager ensemble et puis peut-être je prendrai quelques moments la parole. J'ai pris peut-être une vingtaine de minutes déjà. Pas encore. Donc, bon. Alors, la question de la croyance et du savoir, donc de l'intelligence. Moi, je pense que ce n'est pas fondamentalement contradictoire. Parce que, qui que nous soyons, quoi que nous pensions, nous sommes des êtres qui réfléchissent, mais quelque part, nous sommes des êtres qui meurent. Et à partir du moment où nous savons que nous mourrons, et d'abord pourquoi nous mourrons? Parce que, excusez-moi, c'est un processus normal. Tout être vivant meurt, naît, se développe, vieillit et meurt. Comme tous les êtres vivants, ça arrive pour nous aussi. Mais nous sommes intelligents et nous nous posons des questions. L'au-delà, pourquoi la mort, etc. Et depuis Homo habilis déjà, c'est-à-dire des millions d'années avec nous, il y a eu la pratique de rites liés à des croyances et à l'espérance d'une vie éternelle. Donc la croyance est très ancienne. Et même si nous sommes athées, quelque part nous sommes croyants. Nous croyons tous en quelque chose. Il y a, je ne dis pas cette bipolarité, il y a cette capacité de l'être humain à réfléchir rationnellement, mais en même temps de croire, parce qu'il a besoin de paix, parce qu'il a besoin de se rassurer, parce qu'il a besoin d'assumer sa souffrance. Et là, je suis un petit peu dans le bouddhisme et dans le soufisme. Et voilà. Donc il n'y a pas de conflit, à mon avis. Il y a tout simplement cette nécessité de vivre sa rationalité, mais en même temps, de croire à qui on veut, à ce qu'on veut, mais attention, ne pas faire du mal aux autres. Ça, c'est le plus important. Quand on instrumente la religion et la croyance pour violenter l'autre, qu'il soit l'individu ou le pays ou la communauté, ou la région, ou je ne sais plus quoi, là, il y a situation de crise, là, il y a situation de problème, et le monde vit de violentes confrontations. Et depuis, moi, je ne voulais pas lire l'histoire des princes et des rois et de leur guerre et de leur violence, ça ne m'intéressait pas. Et donc ça a été un travail difficile, et ça va être un travail encore plus difficile, parce que ce petit livre qui contient 20 pages et que j'ai écrit de l'ancien et du nouveau savoir et histoire va certainement continuer pour peut-être comprendre plus, pour pouvoir échanger plus et pour pouvoir faire du bien autour de soi, son pays, d'abord soi-même, sa famille, ses amis, son pays, l'humanité entière. Alors, donc, rôle de l'intelligence et du savoir, moi j'ai dit que c'est le moteur. Peut-être quelques repères sur ce que je pense de ce qui est notre passé pas très lointain en Tunisie. L'indépendance, Bourguiba a été un homme de la modernité, mais il a commis 2 erreurs. Mégalomanie et mauvais choix du successeur. Ben Ali a créé un dynamisme économique extraordinaire, mais il a détruit l'essentiel de Bourguiba, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire tout ce qui est mis sur rail de la modernité de la Tunisie. Et puis, depuis 10 ans, nous sommes dans un bordel inimaginable, nous croulons, nous allons vers les enfers de plus en plus, et je pense que ce cercle peut contribuer à sauver la Tunisie, parce que s'il y a des gens qui sauveront ce pays, ce sont bien ces penseurs, ces scientifiques et ces intellectuels, pas nécessairement dans le domaine de la politique, mais en tant que gens qui orientent, qui ouvrent des voies, qui conçoivent et qui aident des politiques sincères et intéressées à aider notre pays. Voilà, merci à vous tous. Merci.